C'est une question qui a été mise sur l'agenda par les politiques publiques elles-mêmes. Depuis l'adoption des lois sur la parité en politique au début des années 2000, les politiques en matière d'égalité des sexes se sont beaucoup concentrées sur la question de l'accès des femmes à des postes de pouvoir et de responsabilité, et la féminisation des comités de sélection à l'université fait partie de ce questionnement. Donc plusieurs lois, notamment la loi Sauvadet de 2012 et la loi sur l'enseignement supérieur de 2013, ont instauré un quota de 40% de femmes concrètement dans les comités de sélection à l'université. L'objectif principal de la loi, celui-ci a effectivement été atteint car les quotas sont respectés par les universités, même si les femmes n'ont pas plus de probabilité de devenir des présidentes de ces comités, qui sont les postes qui sont les plus prestigieux et ont le plus de pouvoir de décision. Je mesure l'effet de la réforme en regardant l'effet de celle-ci sur le classement des femmes par les comités, tout en contrôlant pour leur publication et les connexions qu'ont les candidates et les candidats avec les membres des comités de sélection. Donc y a-t-il un effet de ruissellement? C'est plutôt l'effet inverse qui semble se produire dans les données. En effet, dans les disciplines qui sont le plus affectées par les quotas, les femmes ont moins de probabilité d'être recrutées après la réforme. Ce que montre l'analyse des effets de cette réforme, c'est qu'on ne peut pas attendre de la féminisation des comités de sélection qu'elle ait un effet de levier contre les inégalités de genre qui relèvent de ressorts bien plus structurels et appellent une action à tous les niveaux. Il faut d'abord s'interroger sur les modalités d'orientation vers l'enseignement supérieur et la recherche. Il faut ensuite s'interroger sur l'expérience de travail, les normes de fonctionnement et de progression de carrière dans ce milieu, qui restent des normes de fait, comme dans beaucoup d'autres milieux de professions supérieures, des normes assez masculines en termes par exemple de surinvestissement professionnel, de disponibilité continue, des contraintes de mobilité géographique également, et un environnement de travail au quotidien qui peut être sexiste et hostile pour les femmes dans certains secteurs. Donc c'est en s'interrogeant sur l'effet de ces normes à tous les moments et pas seulement à ces étapes clés que sont le recrutement et la promotion que l'on pourra agir de façon plus efficace contre les inégalités de genre dans l'enseignement supérieur et la recherche. Sciences Po.